Très chers auditeurs, mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Pour ce 10e épisode, nous avons l'immense plaisir de recevoir Zico Lucassi, un acteur engagé pour l'inclusion économique et l'entrepreneuriat dans les quartiers. Chef de projet CitéLab, un dispositif porté par BPI France, Zico est ce révélateur de talent qui croit que l'innovation peut naître partout, même là où les opportunités semblent rares. Son rôle, détecter les porteurs de projets dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les accompagner, les orienter vers les bons réseaux. Et surtout, leur donner la confiance nécessaire pour transformer une idée en réalité. Derrière cette mission, il y a une conviction forte. L'entrepreneuriat est un levier d'émancipation et de transformation sociale. Zico Lucassi, c'est aussi une voix qui milite pour l'égalité des chances, qui crée des passerelles entre les habitants des quartiers et l'écosystème entrepreneurial, et qui prouve chaque jour que l'impact social commence par l'écoute et l'action. Aujourd'hui, il nous parle de son parcours, de son engagement, des défis et des réussites qui jalonnent son aventure et de sa vision pour un entrepreneuriat inclusif et durable. Mais avant de se plonger dans cette conversation, j'ai envie de te dire, Zico, on lance le générique. Bonsoir Zico. Bonsoir André. Bienvenue au Camões. Est-ce que tu connais c'est quoi le Camões? J'ai vu que certains de vos précédents podcasts et j'ai trouvé ça vraiment génial. Parfait. Mais j'ai envie de te dire également, beauté. Ah, beauté. Sans plus tarder, Zico, on commencera par un parcours et un déclic sur ta propre personne. S'il fallait te décrire auprès d'un enfant de 5 ans, Zico, comment définirais-tu ton identité professionnelle et personnelle? Écoute, moi je dirais à cet enfant que Zico c'est un pèlerin, un voyageur, quelqu'un qui a parcouru différentes expériences, que ce soit au niveau social, au niveau économique. Professionnellement, ça a été pas mal de temps dans les assurances. Ça a été aussi pas mal d'expériences, de métiers. Ma première approche avec l'entrepreneuriat, ça a été de l'associatif. Donc, j'ai créé une association avec tu sais, des membres, des potes dans le quartier. Ce qui était intéressant, c'est que ça m'a permis de développer vraiment pas mal d'aspects. Tu sais, les aspects sociaux, relationnels. Au début, tu as envie de faire une petite fête ou organiser un événement ou vous rencontrer ou vous regrouper, tu sais, avoir un endroit. Et on vous dit, quand tu viens seul, en nom propre, quand tu dis non, c'est pas possible. Donc là, l'idée, c'était de créer une structure, à chaque fois qu'il y avait des barrières ou des murs comme ça, pour pouvoir s'émanciper et puis se développer. Donc c'est ça mon premier rapport avec l'entrepreneuriat. Voilà qui est Zico Lucassi. Ok, bah écoute, parfait. J'ai entendu pèlerinage et j'ai entendu expérience. Mais tu as parlé de l'assurance et tu as également parlé de l'entrepreneuriat. C'est ça. Tu as eu à faire un bref aperçu de comment tu t'es retrouvé. Mais quels sont les faits les plus marquants dans cette histoire de pèlerin qui t'ont permis surtout de faire cette transition entre l'assurance et l'entrepreneuriat? Oh là là, les faits marquants, si je peux me permettre, je te dirais pas forcément les faits, je prendrais plutôt des mots qui correspondent à des moments. Il y a eu les études qui m'ont permis de comprendre. Tu sais, mine de rien, j'ai fait des études en communication qui n'ont rien à voir. Ça m'a appris à communiquer. Par contre, c'est vrai que je sentais qu'il manquait ce côté business, entrepreneurial et autres. Et j'ai décidé d'être autodidacte et de rencontrer et de me confronter tout de suite au métier, au milieu du travail professionnel. Donc j'ai démarré à faire du porte-à-porte. Ma formation, c'était vraiment une formation force de vente. Et puis derrière, ce qui m'a permis aussi de me développer, de découvrir le monde de l'assurance, c'était le courtage. Après, l'assurance santé, l'assurance individuelle, l'assurance collective, l'épargne, la retraite. J'ai vraiment traversé tous les pans de l'assurance. Et j'ai eu en charge j'étais directeur de plusieurs cabinets. Oui, après, bon,
plusieurs cabinets dans le 94 et dans le 91 du courtage et travaillé dans aussi de la banque assurance avant de passer aussi être formateur et de me retrouver dans le milieu de l'entrepreneuriat que je suis aujourd'hui. D'accord. Comme vous l'avez pu le constater, j'ai commencé par dire beauté à Beauté. Lucassi. J'aimerais savoir, est-ce que ces origines-là t'ont forgé aussi bien dans la communication que dans la résilience qu'impose le milieu entrepreneurial? Est-ce que tu penses que ça fait partie de toi aujourd'hui, et même professionnellement parlant? Totalement, totalement. On parlait de nos différentes facettes. La facette occidentale qui est aussi totalement imprégnée en nous et la facette africaine. Hein, nos origines, moi, mes origines, elles sont en effet congolaises. Et oui, le Congo, c'est l'entrepreneuriat, c'est la débrouille. Enfin, tu vois au Congo, une paire de baskets, tu leur donnes, elle devient blanche. Une voiture cassée, elle devient une voiture du futur. On t'invente tout. Ils inventent de la musique, en effet. Et puis pareil, après, dans mon côté occidental, il y a mon côté, du coup, quartier, que j'aime bien aussi revendiquer, qui est aussi un monde de la débrouille, qui est aussi un monde de lorsqu'on est confronté à des murs, de trouver en fait comment faire pour passer les murs ou passer les portes. Bah écoute, ça c'est un sacré message. On en reviendra sans doute. Mais s'il fallait résumer ton parcours au jour d'aujourd'hui entre transition Congo, France et transition professionnelle en 3 mots, comment te définirais-tu et comment résumerais-tu ce parcours-là? Ce parcours en 3 mots, je te dirais adaptation, vraiment une capacité d'adaptation. Et c'est ce qui te permet de toujours évoluer. Culture, art et culture, parce que l'art et la culture, c'est ce qui nous permet aussi de traverser cela, tu vois, de surfer. Tu vois, l'art, c'est pas quelque chose qu'on réussit à enfermer. Et quand on t'enferme, tu peux passer par l'art. Tu vois, les voix, elles sont toujours portées. Ouais. Hein, c'est un peu comme le vent, rien ne peut les empêcher. Et puis après, je te dirais vraiment tout ce qui est relationnel, les relations. Moi, c'est vraiment les relations humaines qui m'ont toujours impacté et que j'apprécie. Donc oui, les relations, les connaissances, la culture et l'adaptation. Les réseaux Ouais. et l'art. Ce sont ces 2 mots Mhm. qui me permettent, si tu me le permets bien entendu, de faire une première transition pour souffler un tout petit peu avant d'évoluer vers d'autres horizons, Mhm. tel un... Tu sais ce que je vais dire? Ouais, tout à Un fait. pèlerin. Alors, je te propose une séquence rapide et interactive Ouais. où tu devras répondre à 3 questions. Oui, non, je passe. Ok. Je tiens à te préciser que le je passe ici, c'est un joker. Ok. J'ai droit à Es-tu combien de prêt? jokers? Alors, un seul, j'ai envie de te dire. En fonction des questions, on verra bien si on pourra lever cette exigence ou pas. Très bien. Parfait. Lucassi, je préfère t'appeler comme ça. Est-ce que tout le monde peut bénéficier de l'accompagnement de CitéLab? Oui. J'en reviendrai. Même sans diplôme. Surtout. CitéLab aide-t-il directement à obtenir un financement pour son projet? Oui. Est-ce qu'un projet doit être déjà avancé pour être accompagné? Non. Pas forcément. Ok. L'entrepreneuriat est-il accessible à tous, quel qu'en soit le milieu social? Oui. Est-ce que tu crois qu'on peut réussir sans réseau? Je passe. C'est tout drôle. Malheureusement, tu passes, mais ça te rattrapera dans les prochaines, Il n'y a pas de souci. dans la continuité. Ce qui me permet de revenir cette fois-ci dans cette nouvelle séquence où on abordera les missions et l'impact chez CitéLab. Ok. Mesdames et messieurs, je tiens à vous préciser au jour d'aujourd'hui que Lucassi, comme j'aime bien l'appeler, est un responsable au sein de CitéLab. Il est également chef de projet au sein de BPI France, je tiens à le souligner. C'est une tête bien faite, une tête inclusive et une tête qui nous permettra de comprendre l'inclusion dans l'aspect entrepreneurial. Alors, Lucassi, comment expliques-tu le rôle de CitéLab et son importance dans les QPV? D'accord. Est-ce que je peux te donner le cadre aussi du CitéLab pour que ce soit plus compréhensible? En fait, CitéLab, c'est un dispositif du coup d'accompagnement qui va se rapprocher du public, principalement quartier, hein, QPV, donc quartier politique de la ville. Et ce dispositif, c'est emmener les personnes qui ont des idées, qui ont des projets ou qui sont déjà entrepreneurs, immatriculés ou
qui ont déjà leur entreprise, de les orienter dans tout l'écosystème de l'accompagnement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Moi, je suis en fait porté par BGE Parif. Ok, C'est BGE Parif, en fait, mon employeur direct, et puis BPI est en effet la structure qui promeut et qui crée le Cité Lab. Donc parfait. j'ai ces deux parents dans le cadre de mon activité. Et au niveau de ta question, quel est notre impact? C'était bien ça? Tout à fait. Et tu Alors, fais bien d'ailleurs de rappeler cet aspect des cités Lab. Merci. ouais, je sais, c'est important, c'est jamais évident. Quand je rencontre des porteurs de projets, ils me demandent, bon, je résume tout en, écoute, je suis Zico, je t'accompagne dans le cadre de ton projet. Si tu veux, oui, en termes d'impact aujourd'hui, bah, comme je disais, c'est vraiment de se rapprocher des personnes qui ont bah, une idée, un projet, même une idée, la plus petite idée. C'est-à-dire que je suis en train de penser à ce que je veux faire ou ce que j'aimerais faire. Mhm. On est là pour ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le stade de l'idéation. Et dès le stade de l'idéation, on peut intervenir. Et puis après, il y a le projet, des choses que tu as déjà mûries, et la création pour les entrepreneurs qui sont déjà actifs, même dans le cadre de changement d'échelle. C'est-à-dire, on ne s'adresse pas forcément à des publics. Principalement, c'est vrai que la majorité, ça va être des publics TPE, mais on s'adresse aussi à des grosses structures ou des enseignes qui ont déjà leur entreprise qui tourne bien, dans le cadre par exemple de changement d'échelle ou de recherche de financement. Ok. Même les personnes lambda, à leur échelle, ça passe. Totalement. Une personne lambda, c'est-à-dire, je ne sais pas, je vous donne un exemple, je m'appelle John, j'habite dans les quartiers de La Chapelle, je suis étudiant par exemple, je suis étudiant, j'ai 25 ans, je suis dans, je sais pas moi, dans la communication, tiens, et je veux développer une marque par exemple. Bah, en effet, je peux très bien te rencontrer pour pouvoir te parler du coup de l'entrepreneuriat et à la suite de ça, t'orienter vers des aides ou en tout cas te mettre déjà un pied à l'étrier dans ce qui concerne l'univers de l'accompagnement en création d'entreprise qui va à toi te permettre déjà de pouvoir te projeter et connaître comment tu vas savoir comment tu vas pouvoir développer ou créer ton projet. Donc D'accord. de l'idée, par exemple, la création simplement du business plan, ton business model et puis tout ce qui va avec. Il y a vraiment beaucoup d'aides aujourd'hui. Avec BPI, par exemple, tu as ce qu'on appelle le pass créa. C'est-à-dire que grâce à un espace où tu vas commencer à développer ton projet, il y a un tas de questions où voilà, tu peux répondre et ça va t'aider à développer ton business plan, par exemple. Parfait. J'ai envie de te dire, on passe au cas pratique. Ok, allons-y. Je m'appelle André. Ok, André. Je suis un jeune. Je ne sais pas par où commencer pour passer à l'entrepreneuriat. Mhm. J'aimerais investir ou alors me lancer dans la commercialisation des bonbons ou des sucettes. Ok, génial. Je viens vers vous, Monsieur Zico. Quelle est la plus-value que j'aurai à travers votre accompagnement? Bah, déjà, la première plus-value que je dirais, c'est la capacité à avoir quelqu'un qui est en face de toi. Tu sais, quand tu as une idée, tu te rapproches des membres de ta famille. Oui. Tu leur dis oui, bonjour, j'ai un projet et tout. Enfin, pas bonjour, mais écoutez, j'ai un projet, je vais faire des bonbons. Mhm. Ta mère, elle va dire, écoute, étudie, reste dans les études, hein, c'est mieux pour toi. Laisse tes affaires de bonbons là, peut-être qu'un jour, tu pourras les faire. Tu vois, ou tu peux rencontrer ton frère qui va dire, toi, tu as toujours des idées bizarres, laisse tomber. Ou tu vas avoir peut-être un ami qui va dire, ah tiens, il faut qu'on Vas-y. se propulse, il faut t'aider, mais il ne saura pas comment faire tu sais, pour t'accompagner. Mais il va te donner de la force quand même. Tu vois, tu te confrontes là, en fait, tu es tout de suite dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, en face de toi, tu as un interlocuteur auquel tu peux avoir déjà un feedback de ton D'accord. idée. Tu vois, l'idée qui est dans ta tête, elle sort. Et tu vois, quand les choses sortent, souvent, ça permet déjà d'avoir un premier pas vers la création. Tout à fait. Tu vois, donc il y a cette plus-value-là. Ensuite, tu as la capacité en face de moi. Moi, j'aimerais avoir, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi en face pour pouvoir lui parler de mes projets et pour qu'il me motive en disant, mais tu sais que c'est possible. Et moi, je suis là pour te dire, en effet, tu sais que c'est possible. Mais dans ton projet, sur ce dont tu me parles, quelles sont les premières étapes? Déjà, toi, est-ce que tu as déjà des compétences? Tu parles du bonbon. Tu as fait une étude sur les bonbons? D'où te vient cette idée? Est-ce que tu as rencontré des clients? Tu as une clientèle? Tu vois? Donc déjà, ces petites questions-là, ton offre, quelle est ton offre? Tu vois, ces petites questions permettent déjà d'avoir un minimum de structure. Et puis après, on a tout un tas d'outils qui nous permettent de t'accompagner. Donc la deuxième plus-value, ça va être le développement de ton projet. Et ensuite, une autre plus-value qui est importante. Tout à l'heure, tu m'as posé une question en me disant, tu vois, moi je rebondis avant toi. Tout à fait. Vas-y. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut réussir son réseau? J'avais envie de te dire oui, mais j'avais envie de te dire non. C'est ça que je te dis, en fait,
Je sais pas, parce que pour moi, c'est oui et non. Tu peux en effet réussir à t'en sortir son réseau, ça existe, mais de toute manière, si tu regardes les toutes personnes qui s'en sortent, au, au bout d'un moment, elles réussissent à développer un réseau, dans tous les cas. Pour bien démarrer, il faut un réseau. Ça, pour moi, j'en suis totalement convaincu. Il faut un réseau. Et moi, je serai là pour te dire, écoute, t'as telle idée au niveau des bonbons? Ah bah tiens, tu sais qu'il y a un salon sur le bonbon. Tu sais qu'il y a une entreprise qui accompagne les créateurs dans la confiserie. Tu Mm. sais qu'il y a un financement qui peut financer ton projet, qui pourra t'aider. Tu sais qu'il y a un financement qui correspond aux jeunes comme toi. Tu peux te présenter. Ça va t'aider à toi à t'impulser dans ton projet. Tu vois, je ne sais pas si pour toi c'est des plus-values, non? Bah écoute, c'est pas à moi d'en juger. Je pense que nos très chers auditeurs auront le temps de décider si ça constitue des plus-values. Mais pour moi, je pense que oui, parce que je comprends bien un accompagnement personnalisé. Il y a quand même cette envie d'être enrichi par une communauté que j'imagine BGE, par ta voix, procure justement cette opportunité de... Non seulement BGE par l'expérience, c'est BGE, ça existe depuis les années 70, mais au-delà de ça, moi, j'ai pas que le réseau BGE avec moi. J'ai tout le D'accord. réseau BPI, j'ai le réseau CapCréa. C'est tous les acteurs à l'image de BGE qui vont être dans l'écosystème de l'entrepreneuriat avec qui je suis en relation. D'accord. Donc, il y a cet aspect-là, donc de mise en relation, mise en réseau. Et au-delà de ça, avoir un business consulting prise en charge. Je ne sais pas si tu connais les tarifs actuellement, avec quelqu'un de compétent en face. Crois-moi, ça, c'est une bonne plus-value. Avec suffisamment de modestie surtout. Tout à fait. Alors, C'est de l'assurance. tout à fait. Au départ, en commençant par tes propos, tu as abordé l'aspect d'être ce pigeon voyageur. J'aimerais te poser la question de savoir, je pense que ça va intéresser plus d'une personne au jour d'aujourd'hui. Est-ce que, si tu es là par ta voix, j'entends, Mhm. accompagne également des porteurs de projets de la sphère de la France? Citylab n'accompagne pas, n'a pas vocation à accompagner des personnes hors de la France. Et en effet, souvent, on a pas mal d'entrepreneurs qui vont être issus euh, de milieux internationaux. Tout à fait. Donc, dans ce cadre-là, oui, mais en effet, il faut quand même qu'il y ait le pied-à-terre en France dans un premier temps. Admettons, si André a un projet international, on peut effectivement faire de l'accompagnement, parce qu'il faut tout de même qu'il y ait un impact en France et à l'international. Ça, c'est possible, bien sûr. Bah, écoute, je pense que c'est quelque chose d'assez marquant, oui. Alors, et en termes de financement, Oui. moi n'ayant qu'une seule idée en tête, Mhm. comment se passe l'accompagnement en allant jusqu'au financement Mhm. et à la concrétisation du projet? D'accord. En fait, tu as différentes étapes. Moi, j'ai vocation à déjà, orienter. Mais pour aller dans le cadre du financement, si tu veux, les réseaux de financement vont souvent avoir le besoin de rencontrer des personnes qui sont déjà un peu, allez, passées par des réseaux d'accompagnement. Mm. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une assurance, Tout- une garantie en se disant, bon, la personne est déjà passée par un premier filtre et nous, on va pouvoir être derrière. On ne va pas lui expliquer ce que c'est un prévisionnel. On ne va pas lui expliquer ce que c'est un business model ou ce que c'est le chiffre d'affaires. Hein, parce que des fois, tu peux arriver dans une banque et puis leur dire, voilà, j'ai tel ou tel projet. Ça va être difficile pour eux de t'écouter. Ils vont sûrement te dire, bah, écoute, va faire un prévisionnel, va faire nous un tableau d'amortissement, un business plan pour que tu reviennes. Et ça, souvent, c'est des éléments qui font que tu as énormément de personnes qui vont à leur rencontre et se disent, bah, les banques, en fait, elles ne financent pas. mm. Finalement, les banques, elles financent, mais elles financent avec certaines conditions. Et ces conditions-là, ces clés-là, bah, nous, on les connaît parce qu'on travaille avec eux depuis longtemps. Et Mhm. d'ailleurs, on a vraiment énormément de relations. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais des événements souvent pour faciliter un peu ce blocage que les entrepreneurs peuvent avoir pour pouvoir rencontrer des banquiers dans un autre cadre, en ayant la capacité de poser des questions, par exemple. En termes d'accompagnement, concrètement, ça va être déjà la création et la réalisation du business plan, Tout à fait. du prévisionnel financier qui va permettre de le présenter par la suite à la banque. Après, il y a énormément, par exemple, moi j'accompagne et quand j'oriente aussi vers des accélérateurs. Tu vois, des accélérateurs, c'est un peu des incubateurs qui vont te permettre d'être challengé sur tes projets, ton projet, sur tes produits, sur ta manière de vendre, sur ton business model, sur ton étude de marché,
de façon à ce que tu sois prêt à présenter ton projet, à pitcher. Et crois-moi, en fait, en sortie d'accélérateur, tu as énormément de financiers, de partenaires financiers, parce qu'ils ont besoin de clients Mm. qui viennent vraiment à ta rencontre pour pouvoir te permettre d'être financé. Parce qu'ils savent que tu es passé quand même par certains stades D'accord. qui vont leur permettre à eux de te financer si ton projet a de certaines garanties. Ok. On parle de porteur de projet. S'il fallait parler de proportion, quelle est la proportion qu'occupent au jour d'aujourd'hui les personnes en situation de QPV? Proportion, c'est-à-dire par rapport à... S'il fallait proportionner, Dans mon accompagnement, tu veux tout dire? à fait. Ah, dans mon accompagnement, c'est la majorité. C'est son majoritaire. Si on parle de proportion, je suis censé au moins aller aux alentours de 70% Ah, c'est pas mal qui ça. doivent être issus de QPV. Bien sûr. D'accord. Bah, tu sais, ce qu'on s'est rendu compte, et enfin, ce qui est un fait depuis un certain nombre d'années, c'est que les portes de l'entrepreneuriat avaient l'air d'être fermées pour les personnes issues des QPV, avec pas mal de blocages, que ce soit des blocages mentaux ou des blocages concrets. Ok. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a vraiment une grosse orientation, en tout cas actuellement. La BPI a vraiment investi pas mal pour l'accompagnement des créateurs d'entreprises dans les QPV. D'accord. Ce qui me permet de faire une brèche d'ailleurs. Mhm. J'aimerais savoir pourquoi l'inclusion économique est-elle cruciale au jour d'aujourd'hui? L'inclusion économique, elle est cruciale, elle est vraiment importante pour plusieurs raisons. C'est que l'économie, c'est un vecteur d'émancipation. Mhm. Pourquoi? Parce que quand tu as la capacité, quand tu as le pouvoir d'achat, tu peux en effet te sentir d'une certaine liberté et tu peux faire des choses. L'économie, c'est un vecteur aussi d'élévation. Tu peux créer en fait des activités autour de toi, dans des communautés, dans des lieux. Aujourd'hui, on parle pas mal dans notre société de manque non seulement de pouvoir d'achat, de manque de croissance. C'est un vecteur de croissance. Donc la croissance, ce qui permet d'être des locomotives et de sortir de situations financières difficiles. D'accord. Donc oui, l'économie est un vecteur très important pour... Je comprends également au travers de ta réponse que l'économie inclusive est également un levier assez important dans ces quartiers-là, c'est bien ça? Totalement. Ok. Levier social, levier économique, levier en termes d'innovation, levier en termes de développement, et même, je te dirais, levier en santé mentale. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu regardes la définition de la santé mentale selon l'OMS, c'est en fait la capacité, en fait, c'est lié au travail. Tu vois. C'est la capacité à travailler et puis à pouvoir faire du don de soi. C'est dingue parce qu'en fait, on lie la santé mentale à, tu sais, tout ce qui va être, je sais pas moi, peut-être psycho. Lorsque tu n'arrives pas à travailler, lorsque tu n'arrives pas à te sentir utile en société, lorsque tu as l'impression en fait que tu ne peux pas assumer des charges, c'est là en fait que souvent se déclenchent des problèmes mentaux. Ok. C'est un sujet assez important pour toi. Très À important. travers ta tonalité, j'entends bien que c'est quelque chose qui te tient à cœur. En termes d'impact, quels sont les différents partenaires, initiatives qui t'ont permis d'avoir un réel impact au jour d'aujourd'hui, si j'arrive enfin? Oui, en termes d'impact, si tu veux, nous, les Cités Labs, on est comme des architectes. Mm. C'est-à-dire que on nous parle d'un territoire, d'un lieu, d'un espace, et on nous dit rapprochez-vous de cette population, de ces habitants, pour pouvoir leur présenter ce qui existe et puis les aider à les orienter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est travailler avec les institutions. Je travaille avec les mairies, les équipes de développement local, même la préfecture. Je vais travailler avec les associations de quartier, les associations diverses, les associations même institutionnelles. Je vais travailler aussi avec des habitants. En fait, on est vraiment à tisser des relations pour pouvoir en fait avoir un réel impact. Donc, ce qui m'a permis moi de me développer, c'est tout ce réseau-là, que ce soit des habitants, que ce soit des associations sportives, associations de centres Paris-Anime par exemple, l'animation, et que ce soit aussi, vous savez, tout ce qui va être équipe de développement local ou mairie, ça vous permet d'ouvrir certaines portes. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je fais énormément d'ateliers. Je vais faire aussi pas mal d'événements.
J'en fais un gros. J'aime bien parler de celui-ci parce que il est vraiment bien grand. C'est à la mairie du 18e où je fais un grand festival de l'entrepreneuriat avec concours de pitch, des ateliers, et aussi des parcours inspirants qui viennent parler de leur expérience. Il y a ce type d'événement. Et puis après, je fais des ateliers dans des associations, je fais des ateliers dans des événements, des forums. J'essaie d'être présent. Et puis ensuite, à la suite de ça, une fois que je rencontre le public, on a des entretiens individuels. Ok. C'est très proche des communautés, c'est très proche des collectivités également. Mais à travers toutes ces implications-là, de ton propre ressenti, quels sont les projets qui reviennent le plus souvent auprès de cette communauté-là? Je vais dire ça comme ça. Franchement, c'est vraiment varié. Après, en termes de projets, ça va être beaucoup de projets de proximité, par exemple, tu vois, de création, tout ce qui va toucher à la mode. Vraiment à la mode, c'est vraiment un grand domaine. Tu vas avoir des personnes des entrepreneurs qui vont avoir des projets de création de vêtements, tu sais, souvent de culture aussi, par exemple africaine. Il y aura de la restauration. Tu vas aussi avoir de la création aussi d'applications un peu plus techniques. Ouais, j'ai pas mal d'entrepreneurs, start-upers là, qui veulent créer des applications, qui créent des applications, quand je dis veulent créer, qui créent des applications, et d'autres aussi avec différents systèmes. Tu as des innovations sociales, tu en as énormément. Je pense à des innovations sociales type sportives. Par exemple, moi, j'ai suivi en tout cas une association qui accompagne par exemple des femmes dans le transport, D'accord. dans le sport, mais au travers d'utilisation de tiny house, c'est-à-dire des camions qui leur permettent de se développer, de se déplacer d'un endroit à un autre. Ça, c'est des choses que j'ai vues pour pouvoir permettre aux femmes de faire du sport. Énormément de projets. Sur la durée, parce qu'accompagner c'est une chose, mais suivre en est une autre. Selon certaines statistiques, on dit que dans l'entrepreneuriat, la durée de vie moyenne de ces entreprises-là est de 2 à 3 ans. C'est ça. Quel est le projet qui te rend le plus fier au jour d'aujourd'hui, quand tu fais une sorte d'introspection et tu te dis, ah mais oui, je l'ai accompagné et ça a marché. Bah, comme je disais, en fait, j'ai pas mal de projets qui me parlent, que j'accompagne. Pour l'instant, il n'en a pas dépassé les 3 ans, parce que là, du coup, chez BPI, je ne suis pas là depuis 3 ans. Mais en tout cas, en termes d'accompagnement, franchement, je regarde, tu sais, j'ai des projets sportifs, par exemple, dont je te parlais. J'ai rencontré une jeune femme qui, elle, avait, de base, elle ne savait pas trop comment s'y prendre. Aujourd'hui, elle est devenue coach sportif. Elle a réussi à le faire. Et à la suite de ça, elle a aussi développé une entreprise de gestion. Wow. Voilà, elle se reconnaîtra aussi. Il y a d'autres, enfin, comme je te parlais de Motivea, qui est là depuis bien longtemps, bien longtemps avant moi, mais j'ai suivi aussi dans son parcours. Ça, c'est aussi des fiertés. Là, j'accompagne, comme je disais, des start-upers qui créent leurs applications. J'accompagne aussi, je pense, le futur Spike Lee. J'espère qu'il regardera, parce que pour moi, ouais, il est bourré de talent et je pense qu'il va se développer dans l'industrie audiovisuelle. J'accompagne aussi une personne qui est dans l'art, qui fait des galeries d'art et qui, je pense, qui est non seulement est un vecteur important pour l'écosystème, non seulement du quartier, du 18e arrondissement et de Paris. Voilà. Et puis j'ai accompagné aussi une femme qui parlait pas très bien le français et voulait faire des chocolats iraniens. Bon, c'est vrai qu'à vue d'œil au départ, on se disait, bon, comment on va faire? Et aujourd'hui, elle a fait ses chocolats, c'est des chocolats haut de gamme. Et je vous dis, même Jeff de Bruges peut être jaloux. Attention. Sincèrement, ils sont de qualité supérieure. Quand on voit ça, on se dit, bon, tous ces projets-là, c'est vraiment des relations et des échanges humains. Et ça fait plaisir. Wow. Rien qu'en t'entendre parler, C'est vrai. tu sembles fier de tous ces projets-là. S'il fallait revenir auprès de cet enfant à qui tu as expliqué qui tu es, Mhm. si je te demande au jour d'aujourd'hui de lui dire concrètement quelles sont les qualités essentielles pour accompagner un entrepreneur comme tu le fais Ouais. au jour d'aujourd'hui, surtout en ciblant les personnes issues des QPV, j'y arrive enfin, quels mots ou alors qu'est-ce que tu... Quelles sont les Voilà, qualités? exactement. Bah, la première, comme dans beaucoup de domaines, c'est l'écoute. L'écoute avec un grand E, c'est-à-dire avoir cette capacité à comprendre une personne. Ça, c'est la deuxième, du coup, parce que écouter après derrière. Écouter, c'est pas juste entendre.
D'accord? On parle, c'est pas juste du bruit, c'est vraiment écouter, comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est aussi avoir de grandes qualités humaines. Parce qu'en fait, un entrepreneur, il entreprend, il engage énormément d'aspects ou pans de sa vie dans son projet. C'est-à-dire un aspect social, un aspect familial, C'est un ça. aspect privé, et ça engage énormément de choses. Tu sais, j'ai déjà rencontré des personnes qui voulaient entreprendre, mais qui avaient énormément de soucis familiaux, par exemple. Tu vois, de soucis à régler. Quand tu as des problèmes familiaux, c'est difficile en fait d'aller de l'avant. Tu vois, tu as énormément de choses. Donc oui, en effet, il faut avoir cette capacité d'écoute, de compréhension, avoir de la patience, ne pas vouloir être le dirigeant. Tu sais, on est coach, on est beaucoup coach. Tu vois, on est beaucoup coach. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire à la place d'eux, Mhm. mais on doit essayer de faire en sorte que la personne elle-même elle puisse avancer et puis sache faire, prendre des décisions. Parce que chaque décision a une implication derrière, une importance. Donc avoir cette mesure-là, et puis derrière, et puis, enfin, être juste sympa, quoi. La sympathie, La sympathie, l'empathie. c'est ça. Alors, je me pose la question de savoir, tu parles avec tellement de valeurs, mais comment fais-tu pour gérer toutes ces dimensions humaines dans ton quotidien, sachant que les personnes sont assez diverses, Mhm. changeantes, ondoyantes, comme on le dit très souvent. Comment fais-tu pour gérer tes humeurs à toi, ton quotidien à toi? Et comment fais-tu surtout pour ne pas franchir cette limite dont tu parlais tout à l'heure, pour être le dirigeant, mais plutôt que de rester à coach? Ça, sincèrement, c'est une très bonne question. Parce que j'ai envie de te répondre, je sais pas, mais je sais. Tout à l'heure, je te disais que effectivement, j'étais pèlerin, que je voyageais, et ces différentes expériences te forgent et te font comprendre. Quand tu comprends, tu sais quand tu vois un enfant se comporter d'une certaine manière, par exemple, enfin, je traite pas les Je ceux que comprends bien. j'accompagne comme un enfant, mais c'est pour donner un exemple, pour te donner ma position. Quand tu vois en fait un enfant ou quelqu'un faire une chose, tu lui laisses, tu lui donnes confiance. Et je pense que souvent, on ne nous donne pas assez confiance pour pouvoir se débrouiller quelque part de nos propres moyens. Et quand je dis se débrouiller de nos propres moyens, c'est vivre certaines expériences. Tu sais, on est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. Or qu'on a un droit à l'erreur. Et l'erreur nous apprend. Les échecs nous apprennent. Enfin, maintenant, on le voit beaucoup sur Instagram, tout le monde met les échecs, les échecs. Mais oui, les échecs nous apprennent. Le mieux, c'est d'éviter certains échecs parce que ça peut avoir des conséquences parfois irréversibles. Mais oui, en effet, non. J'ai conscience de la situation. Et quelque part, ça fait partie aussi d'une part de moi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi que pour beaucoup. Tu vois. Donc, quand moi, je sais que je suis aussi issu de certaines minorités ou de certains quartiers, par exemple, ce lien fait que on ne peut pas prendre les gens de haut. On a la capacité à se mettre à la place d'eux. Je pense que si tu as la capacité à te mettre à la place d'eux, ça te permet de tout gérer sans te poser de questions. C'est vrai. Alors, parce que tout n'est pas toujours rose et Non. tout n'est pas toujours beau, Mm, tu as parlé d'échecs, de failles, de mm. faiblesses. Quel a été le plus gros échec que tu as eu durant ce parcours entrepreneurial? Et surtout, comment l'as-tu géré? Moi, je suis une calamité. Des échecs, j'en ai eu. Le plus gros échec dans mon parcours entrepreneurial, je te dirais que je sais pas, tu sais, une fois, j'ai voulu créer une société de films, production, échec. Une fois, j'ai voulu me lancer c'était dans quoi? Dans du consulting, échec. Enfin, mais si tu veux, ça m'apprend et puis ça me fait comprendre que quelque part, pour moi, c'est dans un premier temps, on est plus dans l'intrapreneuriat, tu vois. C'est-à-dire, j'ai cette faculté tout de même à pouvoir entreprendre à l'intérieur d'un certain cadre et me développer. Par exemple, tu sais, là, je suis chef de projet, on me dit pas, bon, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Donc, tu vois, je dois vraiment tout créer de toutes pièces. Et c'est ça, en fait, moi, aujourd'hui, mon parcours entrepreneuriat, développer ma créativité de manière à aller toujours plus loin. Et voilà. Mais écoute, de ton parcours et de cette expérience intraprenante, Mhm. quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite, comme tu as pu l'hésiter dans le passé, à se lancer par peur de manque de moyens, surtout moyens humains, Ouais. mais également moyens financiers? Bah, aujourd'hui, de ma position, je lui dirais sincèrement,
tout est possible. Mais il faut se donner les moyens. Le premier moyen à se donner, c'est le moyen de croire, d'être déterminé. Et tu trouveras autour de toi des personnes qui vont pouvoir t'accompagner. Donc le deuxième point, c'est l'accompagnement. Être accompagné, être bien entouré, c'est super important. C'est super important. Moi, c'est ce dont j'ai manqué, c'est ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai voulu peut-être aller comme ça de moi-même. Mm. Aujourd'hui, en étant à l'intérieur et en voyant toutes les possibilités qu'un entrepreneur a aujourd'hui, je me dis non, il suffit vraiment de croire, d'avancer et puis de rencontrer les bonnes personnes, Mm. les bons interlocuteurs. Parce qu'un interlocuteur peut te faire gagner, mais du temps. Tu sais, souvent, et j'ai envie de le préciser là, parce que j'espère qu'on a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui regardent. Souvent, on se dit comment on peut entreprendre. Voilà, j'entreprends, j'ai mon métier. Par exemple, tu vends tes bonbons, tu vends ta restauration. Sauf qu'il y a un métier qui est très important, et j'arrête pas de le répéter à tous les entrepreneurs, c'est le fait de faire du réseau. Pourquoi? Le fait de faire du réseau est important parce que tu peux gagner 10 ans en rencontrant quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans ce que tu faisais il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en une rencontre, tu peux gagner 30 ans, tu vois, parce que la personne va te parler des différents problèmes, des différentes pistes que tu as déjà, toi, recherchées ou différentes pistes auxquelles tu t'es confronté ou les difficultés, bah, quelqu'un les a déjà vécues et peut te dire voilà comment j'en suis sorti ou voilà comment j'ai fait, qui est-ce que je suis allé voir en une rencontre, en un échange. C'est-à-dire peut-être qu'en 5 minutes, tu peux régler des années de problèmes. Zico, tu sais, dans la plupart de tes propos, Oui. tu aimes bien parler de réseau. Ouais. Très souvent, on dit aux gens, cherchez le réseau. Ouais. Aller vers la quête du réseau. Ouais. Mais de ta propre expérience, comment avoir ce icebreaker pour justement aller vers le réseau? Ok. Pour avoir le icebreaker pour aller vers le réseau, on parle de confiance en soi. On parle de confiance en soi. Et quand on parle de confiance en soi, on parle aussi du syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Voilà. Souvent, ce qui nous bloque, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu vois, même quand tu as une nouvelle expérience, tu as toujours l'impression que tu n'es pas crédible ou tu ne peux pas le faire ou ce n'est pas pour toi. Ce qui peut aider, c'est souvent la préparation. Ce qui peut aider, c'est l'organisation. Et pour pouvoir rencontrer des personnes, il faut des fois avoir une stratégie. Pour avoir une stratégie, il faut se poser. Et puis quand tu te poses, tu fais ta stratégie, tu te prépares par exemple à créer ton pitch, ton argumentaire, et ben, tu vas avec dans un premier temps. Et de toute manière, c'est comme le football, hein, c'est sur le terrain que ça se joue. Tu peux te préparer, faire autant d'entraînement, mais si tu ne te lances pas dans un match, tu ne sauras pas. Et c'est à force de faire des matchs et des erreurs que tu vas te rendre compte de tous les points que tu aurais dû faire. Tu dis, bon, la prochaine fois, je vais faire comme ça. Mais si tu t'arrêtes sur le premier échec, ou la première difficulté, ou le premier non, froid, tu sais, quand tu arrives dans un endroit, dans un lieu de réseautage où à la fin, tout le monde est là, forme des cercles et tout, et puis toi, tu es tout seul à regarder ton téléphone ou à regarder en l'air. Bon, il faut savoir comment tu t'y prends, tu te fixes des objectifs. Si tu restes à ton premier échec parce que personne ne t'a parlé, tu t'es adressé à personne, bah, tu vas jamais développé un réseau. Mais si à chaque fois, bon, de temps en temps, tu te dis bonjour, tu fais l'erreur de dire bonjour mal, voilà. Et souvent, tu dis bonjour mal, mais après, ça va bien. Et tout le monde est comme toi, hein, on est tous pareils. Tout le monde est humain, Tout le comme monde j'aime est bien le humain, dire. exactement. On vient de parler de réseau et les instances les plus marquées par le réseau sont des entreprises. Toi étant dans tout ce qui est inclusif, économique, entrepreneurial, quel est ton regard sur la responsabilité sociale des entreprises dans ce contexte particulier de l'entrepreneuriat, mais surtout des personnes issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville? Pour moi, en tout cas, pour le dire, oui, les entreprises ont une responsabilité. Les entreprises ont une responsabilité et c'est parfois dommage quand elles ne s'impliquent pas dans leur environnement, dans l'écosystème. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont l'envie, ou le souhait en tout cas, de pouvoir s'implanter, s'intégrer dans leur écosystème, dans leur environnement. Je pense que le souci, c'est qu'ils voient souvent les personnes, peut-être les habitants issus de quartiers, comme des faiblesses, parfois. Or, en réalité, c'est une force. La diversité est une force.
Et souvent, les personnes qui peuvent avoir des parcours divers et variés, sans, je ne vais pas stigmatiser une autre tranche en déstigmatisant une. Mm. En fait, c'est vrai que quand on a une diversité de profils et ça nous permet d'avoir une diversité d'idées. Et pareil, à une personne, lorsqu'elle a plusieurs flèches à son arc, forcément, on a plusieurs solutions lorsqu'on a des problèmes qui arrivent. Donc, c'est pareil pour les entreprises. Oui, elles ont une responsabilité et plus elles vont comprendre que non seulement dans les quartiers, et ailleurs, en tout cas dans leur écosystème, parce que parfois on a des entreprises qui visent le taux international avant de viser local, que dans leur environnement il y a plus de force que de faiblesse, là ça leur permettra d'agir. Et au-delà de ça, de toute manière, si les entreprises, elles, ne s'impliquent pas, vous verrez hein, d'ici quelques années, voire à chaque fois, de toute façon c'est toujours le cas, hein, vous verrez en fait que les faiblesses, enfin, que les forces considérées comme des faiblesses, elles-mêmes vont trouver des moyens de s'autodéterminer, c'est-à-dire de pouvoir se développer seul. Et là, du coup, si les entreprises locales n'ont pas la capacité de s'impliquer, bah, ce sera non seulement un manque à gagner et en fait un manque d'opportunités pour elles. Ok. Bah écoute, j'ai envie de te proposer un petit jeu. Je te sais très fort en communication. Je te laisse au jour d'aujourd'hui la plateforme de Camondjos pour véhiculer un message à ces entreprises-là. Ouais. Quel mot ou quelle phrase? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Vas-y. Écoutez, je leur dirais, vous avez aujourd'hui tout à gagner, à vous intégrer, à vous impliquer dans votre écosystème, c'est-à-dire votre ville, votre quartier, votre commune. Pourquoi? Parce que non seulement c'est vecteur d'image, de communication, ça vous permettra d'avoir une image beaucoup plus définie, beaucoup plus ancrée et d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que souvent, il y a énormément de forces qui vous entourent, vous ne les connaissez pas. Et moi, je vous incite vraiment, et contactez-moi hein, si vous êtes du 18e, si vous êtes de Paris, du 20e, et même d'ailleurs, que moi, je puisse vous orienter non seulement des profils pour travailler, échanger, ou participer au festival que j'organise ou à tous les événements. Voilà. C'est tout bon? C'est bon. Ok. Je te propose qu'on marque une seconde pause Ok. pour aller vers une nouvelle rubrique de notre podcast Camondjos, qui est un moment plus léger pour découvrir qui est Zico. Au-delà de sa casquette professionnelle, on découvrira ses hobbies, ses goûts en musique, cinéma, lecture, sport ou même les destinations de voyage préférées. Es-tu Ok. prêt? Je suis jamais prêt, mais allons-y. Ben écoute, on y va. Quelle personne t'a tellement inspiré dans ton enfance que même aujourd'hui, tu restes admiratif et pourquoi? Waouh. Inspiré de mon enfance, franchement, j'en ai plein, mais je te dirais principalement mon père. Je sais que Pourquoi? Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours été très charismatique. Il a fait le grand saut, c'est-à-dire qu'il est parti du pays pour venir, en tout cas, immigrer en France. Et ça, c'était pas évident, surtout qu'à l'époque, ça allait plutôt bien dans le pays. Il avait la vision. Quelque part, ça c'était un peu ça allait se détériorer. Moi, je sais pas, moi, si j'aurais la capacité, enfin, je sais que beaucoup l'ont aujourd'hui, de pouvoir en fait me déplacer, voyager et faire le risque, prendre le risque en tout cas de découvrir, de développer avoir une nouvelle vie avec ma famille. Donc il y a ça, il y a son côté résilience. Et puis mon père aussi dans notre communauté, c'était un pasteur. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de problèmes à gérer, de gens à gérer. Pour moi, j'ai toujours vu ça parfois comme une folie en fait. Et voilà, et je respecte en tout cas tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a été. Ça va? Parfait. J'espère que papa est également fier de toi aujourd'hui et qu'il respecte avec la plus grande hargne le travail que tu fais aujourd'hui, qui est dans la continuité de ce métier de pasteur qui fait au jour d'aujourd'hui. Il y a quand même des accointances. Papa n'est plus, c'est pour ça. Ouais, Papa n'est plus. Et j'espère ouais, qu'il est fier de ce que je suis devenu. de là-haut, je pense qu'il garde un regard assez Ouais. protecteur sur ta personne. On poursuivra. Mhm. Si tu pouvais, pour le coup, dîner avec une personnalité vivante ou disparue, qui choisirais-tu? Bah, je te dirais comme Nicolas Sarkozy, Jésus. Jésus, attends.
vivant ou disparu, ouais, après, comme je disais, ouais, je mangerais mon papa. Je poserais des questions, je dirais, mais à ce moment-là, comment t'as fait? Tu vois, en fait, j'ai vécu pas mal d'expériences avec lui. La période d'âge mûr, mature, où vraiment tu peux poser les vraies questions, parce que tu as vraiment bien compris pourquoi il se tirait les cheveux de temps en temps quand tu faisais n'importe quoi. Bah là, en fait, ouais, tu peux pas. Ouais, là, je poserais la question, je dis, mais comment tu as fait dans cette situation? Ah, le monde est tellement solide. Est-ce que c'était aussi difficile à l'époque ou pas? On va essayer de faire un parallèle pour découvrir un autre aspect, ton film préféré que tu pourrais revoir 10 fois sans te lasser. Oh, film préféré que je peux voir 10 fois. Est-ce que je peux t'en donner plusieurs? On va commencer par 2. D'accord. Deux. Je te classerais un film que j'aime bien, c'est Inception. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film, Inception. En fait, c'est avec l'acteur Leonardo DiCaprio. Ça parle de la manière dont une idée est intégrée dans l'esprit d'une personne pour qu'il puisse faire des choses différentes. Et puis ça crée des mondes à chaque fois. Tu vois. Donc du coup, à chaque fois, il pose une chose, un élément dans une personne, dans une mission. Et on rentre. Et puis à la fin du film, on ne sait pas si on est dans la réalité, dans le réel ou dans le fictif. Ouais. J'aime bien ce genre de film. J'ai aussi un film que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié, qui s'appelle L'effet papillon, à peu près dans le même domaine. Je ne sais pas si tu connais en fait la théorie sur l'effet papillon. La théorie sur l'effet papillon, c'est on dit que les battements d'ailes d'un papillon peuvent créer une tornade en Arizona. C'est-à-dire petits effets, petites actions, grands effets. Ah. Et ce film, il parle de ce postulat. Par contre, c'est romancé. Hein. Ça parle d'une histoire d'amour, une histoire d'amitié qui, en fait, se retrouve dans des dimensions différentes à chaque fois parce qu'il y a un élément qui ne va pas. Et à la fin, ils se rendent compte que finalement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec certaines personnes et ils doivent se débrouiller autrement. Moi qui a ça. Après, il y a des films que j'aimais bien à l'ancienne, tu sais, comme tout le monde, Boys in the Hood, Jack City, Menace to Society, Les Affranchis, tu sais, les films italiens. Et aussi les films d'entrepreneurs. Le fondateur, je ne sais pas si tu as vu ce film, c'est l'histoire du fondateur de McDonald's. Il y a ça, et puis le fondateur de Facebook, enfin tout ce genre de films-là, j'aime beaucoup. Ok. Mais écoute, on restera dans l'art. Quel style de musique te met instantanément de bonne humeur? La musique qui a été mise au patrimoine de l'humanité, Dis-moi. la rumba congolaise. Fidèle à toi. La rumba congolaise, la rumba congolaise aujourd'hui, elle est partout. Elle est même dans le hip-hop, elle est dans la musique, elle est intégrée dans différents domaines, oui. Ouais. Tout ce qui tourne autour de la rumba. Après, il y a aussi le hip-hop que j'aime bien parce que forcément, issu des quartiers qui n'a pas connu les hip-hop, les beatbox, le rap, enfin, toutes les différentes musiques, voilà, tout ce qui nous met. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le rap et les musiques dites entre guillemets urbaines sont les musiques qui vendent le plus actuellement. C'est bien ancré surtout. Tu parlais tout à l'heure de monde parallèle. J'aimerais te faire rêver. Dis-moi, fais-moi rêver. La plage paradisiaque aux randonnées en montagne que tu choisis de faire. Il y a un temps, je t'aurais dit la plage paradisiaque. C'est le soleil et tout. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je préférais la randonnée. Pourquoi la randonnée? Parce que, bon, tu sais, déjà, tu es au calme. 2, tu as des épreuves. C'est un parallèle avec tout ce qui va être résilience. Tu montes. 3, tu as aussi la capacité de voir de nouveaux décors. Tu sais, vu d'en bas, c'est une chose, mais on veut bien voir les choses d'en haut. Okay. C'est ce que je recommande à tous. C'est ce qu'on veut. Ne plus voir les choses d'en bas, mais voir les choses d'en haut. C'est une belle maxime d'ailleurs. Alors, au travers de ta casquette de pèlerin, au jour d'aujourd'hui, si tu pouvais vivre dans une autre ville ou pays pendant 1 an, où choisirais-tu de t'établir? Je vais te répondre avec un joker. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est beaucoup d'allers-retours France-Afrique, même international. Ça, j'aimerais bien. Mais bon, pour bien te répondre, si je te dirais, s'il y a un pays que j'aimerais bien peut-être découvrir, que j'ai pas eu l'occasion et puis qui m'intéresse bien, c'est le Japon. Le Japon, parce que je trouve qu'ils réussissent à avoir un modèle traditionnel et moderne qu'ils ont réussi à relier. Aussi au niveau de la culture, j'aime beaucoup, tu sais, tout ce qui va être manga,
aussi leur culture, tu sais, tout ce qui est, tous leurs concepts zen, ikigai, qu'on utilise énormément. Enfin, moi aussi, j'utilise pas mal l'ikigai auprès de mes porteurs de projets. Ouais, je pense le Japon, Ok. Tu parles de tradition. ouais. Ouais. J'ai une question qui sort du contexte. Ça veut dire quoi, Kitoko? Ah, Kitoko. Kitoko, c'est beau. Ah, C'est beau, c'est la beauté. C'est... parfait. Très belle transition d'ailleurs. Merci pour cette transition. J'aimerais te poser la question de savoir, quel est ton plat coup de cœur? C'est lui qui te fait dire waouh, Kitoko pour le coup. Mon plat coup de cœur, c'est le pondu. Le pondu, c'est quoi? C'est des feuilles de manioc. Dans certains pays, je crois on l'appelle sauce feuille. Et j'ai découvert qu'il y a plusieurs manières de le faire. Au Cameroun, je Au sais comment on Cameroun, l'appelle. ah, je connaissais pas du tout, tu vois. Ah, Ah, bah, c'est dingue. Bah, c'est utilisé vraiment partout. Et j'ai des amis comoriens qui le font aussi d'une manière différente. les C'est-à-dire, Gabonais aussi, je pense. mais tu te rends compte, c'est-à-dire que tu pourrais placer le même plat fait d'au moins 30 manières différentes, même 50 même s'il le faut. Mm. Et ce sera toujours aimé. Non, moi, c'est le pondu. Principalement celui de ma mère. Pas. Aujourd'hui, je suis celui de ma femme. Pas. Tuerie. Il y a le pondu, des fois le madessou aussi. Les madessou, tu connais les madessou? Non. Les madessou, c'est les haricots, c'est des haricots. Mm. Que dire? Que dire? Si on revenait sur un aspect un peu plus intellectuel, Dis-moi. quel est le livre qui t'a marqué et que tu recommanderais à tout le monde? Bah tiens, on va rester dans le domaine du pèlerinage et du pèlerin. Mhm. Moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué. J'ai commencé à le lire, je pense, en tout début d'études ou quand j'ai commencé la fac. Ça s'appelle L'Alchimiste. Ça Ça me dit vous quelque parle? chose, ouais. L'Alchimiste de Paulo Coelho, bah, du coup, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui découvre la vie en recherchant, voilà, en recherchant des brebis perdues. Et puis voilà, il va, il travaille pour quelqu'un, il revient. Enfin, c'est un long parcours et puis il se rend compte que le bonheur enfin, je dis la chute, spoiler, que le bonheur est à côté, quoi. Il y a ça et puis enfin, pas mal de livres comme ça. Et après, j'aime bien les livres de développement personnel. J'en ai un que je recommanderais. C'est un de ceux qui m'ont un peu ouvert les yeux. C'est La magie de voir grand Mhm. de David Schwartz. J'aime bien celui-ci. Parce que tu es rêveur, que tu es un pèlerin et que tu as le cœur sur la main. Si tu avais un super pouvoir pour une journée, lequel choisirais-tu? Je dirais l'invisibilité, euh, de façon à pouvoir peut-être être près des gens sans qu'ils ils le voient. Pouvoir aussi agir sans forcément avoir le regard des gens. Mhm. Je dirais ça, mais ouais. Mais en fait, tu sais, un jour, j'ai regardé un film, c'était une série avec plein de super-héros. Tu sais, il y avait plein de super-héros. Il y en a, ils tiraient avec les yeux, tu vois, des ultraviolets, d'autres soulevaient des choses et tout. Et il y en avait un moi qui m'avait interpellé. Je me suis dit, ça, c'est un bon pouvoir aussi. C'était un super-héros. Son pouvoir, c'était d'avoir une charge de manière à renforcer les autres super-héros. Tu vois? C'est-à-dire son super pouvoir, c'était de recharger les autres super-héros. Ah, au final, tu souhaiterais être invisible ou Non, tu souhaites... je préférais être la recharge. Ah, Ça me correspond plus. Recharger les autres super-héros. Et du coup, sa force, c'était ça. je pense que ce super pouvoir, tu l'as déjà au quotidien. Oh, Tu merci. recharges la plupart des jeunes des QPV durant ton quotidien pour justement les impulser à voir plus grand, aller plus loin, comme on dit. Sky is not the limit. Ouais, Et du exactement. coup, J'espère en tout cas. mais écoute, je te propose qu'on évolue vers une autre perspective, un Mhm. peu plus intellectuelle encore une fois, Dis-moi. pour en savoir un peu plus sur ta perception des choses. Mhm. Comment vois-tu l'avenir de l'entrepreneuriat dans les QPV dans 5 ans? Dans 5 ans, bah, écoute, l'avenir de l'entrepreneuriat, dans le QPV, il y a toujours eu de l'entrepreneuriat. Il y a toujours eu de l'entrepreneuriat parce qu'il y a toujours eu de la débrouille. La vraie difficulté des habitants des QPV, ça a toujours été, comme je te le disais tout à l'heure, c'est d'avoir un réseau, d'avoir les financements, les moyens et surtout enfin, d'être orienté. Tu vois. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éléments qui sont mis en place. On est en 2025, j'espère qu'en 2030, tous les fruits qui ont été semés accoucher de beaucoup d'entrepreneurs qui seront encore plus aguerris. Sans les habitants des QPV, on se prive de beaucoup de créativité. D'ailleurs, tu le vois dans pas mal de secteurs.
que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art, que ce soit même dans les nouvelles technologies, tu vas voir que tu as des personnes qui sont issues des QPV. Pourquoi? Parce que ça développe la créativité. En fait, qu'est-ce qui développe les choses? Si tu veux avoir la patience, il te faut qu'on te mette des éléments qui te font éprouver ta patience. Tu vois, si tu veux avoir la sagesse, il faut avoir des problèmes. Bah, c'est pareil. Si tu veux avoir de la créativité, il faut avoir des difficultés et le moyen de contourner, avec l'habitude de contourner les épreuves, ça te renforce et ça te permet de voir toujours plus haut. Donc oui, donc je pense que d'ici quelques années, dans les QPV sont beaucoup plus armés grâce au travail que nous faisons. Je l'espère. J'espère vraiment que ce qu'on fait aujourd'hui va porter ses fruits d'ici 5 ans pour avoir plus de structure et plus de financement pour les personnes issues des QPV. Parfait. On parle de prévision, de projection, d'avenir. Quels sont tes prochains projets ou ambitions personnelles? Déjà me développer, continuer à me développer, à m'épandre, à connaître encore plus de monde, à faire encore plus de réseaux, à mettre encore plus de relations, de gens en commun. Moi, je me dis, je suis connecté pour connecter. Donc, je suis un connecteur. Voilà. Donc, je me vois comme un connecteur. Et pour connecter, il faut encore connaître plus de monde. Aujourd'hui, j'ai réussi à développer un réseau, de me faire connaître. Déjà, je commence à me faire identifier. Donc, continuons. Ça, c'est mon projet principal. Parfait. Mais écoute, j'ai envie de te laisser encore une fois notre cher et beau plateau. Si tu avais un message à passer, aussi bien aux jeunes issus de QPV ou hors QPV, aux entreprises institutionnelles, aux entreprises du secteur privé et même aux collectivités territoriales, quel est ton message en lien avec l'entrepreneuriat au jour d'aujourd'hui? Le message en lien avec l'entrepreneuriat, là tu m'as donné vraiment beaucoup de personnes auxquelles m'adresser. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un vecteur d'émancipation, comme je disais tout à l'heure, de développement. Il y a vraiment besoin de beaucoup de bienveillance de la part des autorités, de la part des institutions, de la part des entreprises, des institutionnels, de tous ceux qui sont grands, de tous ceux qui se voient petits. Vous êtes une force et on a besoin de votre créativité. Vous avez l'impression, peut-être dans votre chambre ou dans votre bureau, qu'on n'a pas forcément besoin de votre projet, mais votre projet est tout aussi important pour développer l'économie locale, l'économie sociale et même l'économie du pays et du territoire. Donc vous êtes les acteurs de demain, nous sommes tous ensemble les acteurs de demain. Et si on réussit à créer des ponts entre l'institutionnel, le privé et le particulier, ça nous permettra sûrement d'avoir un avenir meilleur. Parfait. Parce qu'on aimerait avoir un avenir meilleur, mais qu'on aime également se pencher sur les dires, comme tu viens de le faire, des personnes passées, historiques, marquantes. Je te propose qu'on évolue vers notre dernière rubrique, qui est la citation du jour. Je vais te la présenter et j'aimerais que, à travers cette citation, que tu me dises si elle te parle, comment tu la perçois. Également, est-ce que tu retrouves des éléments communs à ton projet de jour d'aujourd'hui? Okay. Si tu es prêt, je te la cite. Ça marche. Alors, écoute, la citation du jour est « Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et des triomphes, un début, un combat et une victoire. » C'est une citation de Mahatma Gandhi, parue dans les années 1958 au sein d'un livre, j'entends, Collect Words. Est-ce qu'elle te parle, cette citation? Oui, totalement. C'est les cycles de la vie, j'ai envie de dire. Tu disais au début? Je peux te la redire. Oui. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Tout à fait. En fait, dans tout ce dans quoi tu vas te lancer, tu pars avec un enthousiasme. Déjà, tu fais ce choix, tu vois, pour sauter cette étape. Et en effet, à chaque fois que tu te lances, après cet enthousiasme, il t'arrive que tu vas avoir les différents combats, les différentes mises en pratique des exercices, les tribulations qui vont arriver en face de toi et ils vont te permettre à toi de pouvoir ou soit tu échoues et tu arrêtes et tu abandonnes,
ou soit tu n'abandonnes pas et derrière, c'est le triomphe. Finalement, le triomphe, il se place toujours après le combat. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est totalement ça. C'est totalement des cycles de lancement. Je me lance, de périodes d'échec, de périodes où moi, je vais avoir mes entrepreneurs, enfin les porteurs de projets qui vont me dire là, c'est bon, j'arrête, je peux pas, j'en peux plus. 2 semaines après, ils t'appellent en disant ah, j'ai réussi à gagner tel concours, ou j'ai réussi à avoir un nouveau fournisseur, ou j'ai réussi à trouver de nouveaux clients. Et puis après, bon, en effet, tu es content, donc tu as une victoire. Et puis après, tu te lances sur autre chose, ou tu te lances sur un nouveau projet, ou tu as besoin de nouveaux prospects. Ouais, c'est le cycle de la vie qui définit. Parfait. Mesdames et messieurs, on arrive au terme de notre podcast Come on Just. Nous avons eu l'immense privilège de recevoir Zico Lucassi, qui est cette personne qui a le cœur, la main sur le cœur, je dirais, qui n'hésite pas à jubiler, à savourer les victoires des uns et des autres, mais c'est cette personne-là également qui n'hésite pas à être près et proche des uns et des autres en cas de difficulté. C'est également ces valeurs-là qui constituent le quotidien de son métier de coach en entrepreneuriat et même en intrapreneuriat au jour d'aujourd'hui. On le remercie d'être passé, sans toutefois oublier de vous demander, très chers téléspectateurs, auditeurs et toutes ces personnes à l'écoute, de liker nos vidéos sur YouTube, de liker nos podcasts sur les pages de streaming et de rester abonné. Et on se dit à très vite pour le prochain épisode du Come on Just. Allez, bye bye.